Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue dans Prima INSEE. Mais puisque vous êtes désormais sur le canal 22, hein, Diane, oui, vous savez que nous venons de cuisiner des crêpes croates avec Marina et que nos invités sont là. Il y a Éric Ferrard, et bien entouré. Ça va, Éric? Oui, très bien. Toujours référent informatique pour nous. Oui. Entouré d'un indigné, hein, Alex Mazet. Dis bonjour. Bonjour. Vous êtes indigné Air France. C'est ça, Voilà. Air France. Et à côté de vous, Francesco Santoni, vous battez pour qu'on ne joue plus au foot le 5 mai de manière générale, du moins en France. C'est ça. Et on va voir que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est se faire entendre sur le net. Exactement. Je voulais préciser que les crêpes de Maria étaient délicieuses. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était bonne. Et vous le savez, on ne commence pas une émission, mais puisque vous avez la parole, vous allez la garder, hein, Diane. C'est à vous tout de suite avec Il était un jour. Et on va commencer au XVe siècle dans Il était un jour. J'adore ce nom. 1431, c'était le début du procès de Jeanne d'Arc. Elle était accusée d'hérésie, Jeanne la Pucelle, hein, vous le savez. Elle comparait à Rouen devant un tribunal composé de 40 membres et présidé par Pierre Cochon, qui était évêque de Beauvais. On va la voir ici lors de son procès. Elle essaye de s'expliquer, ma una diva gemica. Postughi, le 24 mai, Jeanne d'Arc va abjurer. On la voit ici lors de son arrestation. Ou du moins elle est en plein combat. Elle reconnaîtra ses péchés avant de se rétracter. Elle finira, vous le savez, brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Un commentaire sur Jeanne d'Arc? Ces temps-ci, elle fait couler beaucoup d'encre, Jeanne d'Arc. Oui. Jeanne d'Arc, sempre viva. Quelques polémiques. C'est clair. 2001, 9 janvier, c'était le début de, et là je vous pose une colle, qu'est-ce que le Kumbamela? Ah, je sais, pèlerinage hindou. Bravo! Francesco. Magnifique, un point pour Francesco. Pèlerinage hindou, en quel honneur? Eh bien, parce que c'est la fête, littéralement, la fête de la cruche. C'est un pèlerinage. C'est pour ça que vous rigoliez. C'est pour ça qu'il était bien informé. Non, parce qu'en fait, vous lisez les notes. Non, il le sait. Regardez le monde qu'il y a. Ça se passe tous les 13 ans. Il y a sur les rives, là ça change d'endroit, hein. Là vous me voyez là en sari rouge. Par exemple, cette édition c'était en 2001, c'est la dernière, donc il y avait 70 millions de personnes sur les bords du Gange, quand même. C'est pas rien. Et le prochain rendez-vous c'est l'année prochaine. Donc. Mais ils se lavent? Qu'est-ce qui... Eh ben c'est en fait, comme vous savez, on se met dans le Gange pour se purifier. C'est leur... D'accord. Leur rituel à eux. D'accord. Voilà, si lampano in fiume. Francesco, vous y êtes... J'y suis déjà allé, oui. C'est pas vrai. Non. Ah, bon. Il va falloir nous dire la vérité quand même aujourd'hui. Hein. D'accord. 2007 maintenant, nous allons parler un petit peu de technologie, ça ne m'arrive jamais. Steve Jobs, en 2007, présentait le tout premier iPhone. Regardez, il est là, c'était le tout premier. Et depuis, d'ailleurs... Depuis, la vie d'Éric Ferrard a changé. Et vous savez combien et la vie de d'iPhone... Steve Jobs, par contre, c'est terminé. Ouais. Voilà, il nous a quittés en octobre dernier, mais vous allez me dire combien d'iPhone il y a exactement dans le monde. Enfin, maintenant, exactement, je vous permets une approximation. Je sais qu'il s'en est vendu plusieurs millions pendant les dernières fêtes de Noël. Je crois que c'est 4 millions, ou 7 millions. Il s'en est vendu 7 millions pendant les dernières. Et en tout, dans le monde, Non, il y en a quand même 100 millions millions d'iPhones qui ont été vendus. Je n'ai pas réussi à calculer le Vous pourcentage. avez iPhone, oui. Vous aussi? Et nous, non. Non, On est le clan anti. Anti. Allez. On d'accord, Il y a résiste. toujours Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Ah, on est bon. Ah oui, Maintenant. on résiste. Et maintenant, les naissances, déjà. Puisqu'en 1500, voyez le jour, le 9 janvier, Diane de Poitiers. Vous allez voir, il y a plein de Diane natives du 9 janvier. C'était la favorite d'Henri II. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres images qu'elle dénudée. Elle est dénudée à peu près sur toutes ses représentations. Elle était douée d'un sens aigu du pouvoir, des intérêts financiers. Elle était la favorite alors qu'elle avait quand même 20 ans de plus que le roi. Ce n'est pas rien. Et je n'ai pas réussi à la trouver plus vêtue. Là, vous allez voir, elle a servi de modèle pour le prêtre qui a réalisé cette Diane chasseresse. C'est sa tête, si vous... Alors c'est marrant parce qu'Henri II, il est mort au cours d'un tournoi, il a eu une lance dans l'œil. Henri III, il est mort assassiné, Henri IV aussi. Il ne fallait pas s'appeler Henri quand on était roi. Hein. C'est rigolo. C'est rigolo, pas je sais pas. porté chance. 1908. On change de siècle. 1908, Simone de Beauvoir voyait le jour le 9 janvier, écrivain français de son nom complet, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. C'est une théoricienne, vous savez, importante du féminisme, amour de Sartre. Et puis, que rajouter? Hein? Rien? À Simone de Beauvoir? Je n'ai pas rajouté tous ses livres, ses créations. Non, mais le deuxième siècle, c'est quand même... C'est un personnage clé de ce siècle. 1909, maintenant, c'était la naissance à Ajaccio de Vincente La Perini. Qui est-ce?
parce que ce n'est pas son nom de... Moi, je me suis déjà ridiculisé en faisant des crêpes tout à l'heure, donc je ne vais pas m'aventurer. Voici Daniel Casanova. Ah oui, oh là Voilà, là. médecin français morte en déportation à Auschwitz. Elle a été quand même responsable des jeunesses communistes avant de fonder l'Union des jeunes filles de France. C'est vraiment une héroïne de la résistance. Et elle a de nombreuses rues, écoles, collèges et lycées qui ont été rebaptisés en son nom, notamment dans les communes acquises au Parti communiste. Voilà, mais également à Paris, également sur nos mers, sur nos flots, avec les deux bateaux. Autre Diane, pour une autre vocation maintenant, 1957, voyez le jour, Diane Barrière de Seigne, femme d'affaires française au destin tragique. Je ne sais pas si vous la connaissiez, c'était la colle du jour. C'était une femme d'affaires, elle avait tout pour réussir, mais elle a subi un accident d'avion qui l'a laissée tétraplégique. Ah. Bon, voilà, c'était... c'est pas très drôle. Bon, bon c'est pas drôle. Les décès maintenant. Ah oui, il y a plus drôle encore. C'est parce que c'était une Diane, voilà pourquoi j'ai voulu en parler. Napoléon III nous quittait un 9 janvier, et c'est la fin de cette chronique. En 1873, empereur des Français, l'ex-empereur meurt dans sa résidence, c'est affreux parce que je ne parle que de choses tristes, de Camden Place, dans le comté de Kent, en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il était là depuis la défaite de Sedan. C'était le marasme, donc il est resté en exil là-bas. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait la maladie de la pierre. Il a subi 3 opérations, ça ne s'est pas arrangé. Il a fini par décéder avant la 3e d'ailleurs. Et le corps est toujours là-bas, hein, d'ailleurs. On n'a pas rapatrié Napoléon III. Hein. Ça serait bien qu'on ait notre ancien empereur en France, quand même. Qu'on y pense. C'est bon? C'est fini. Bon, alors on va comprendre pourquoi nos invités ont des iPhones, parce que vous avez besoin de communiquer sur Internet. On va le voir tout de suite. Après ça, puisqu'il y a notre chroniqueuse du jour qui arrive, là. Elle se prépare. Innovation, donc Alex, vous changez de place, vous pouvez rester droit, il n'y a pas de souci. On va faire un pôle là-bas avec vous et un pôle ici. Comment allez-vous, Très bien, Célia? merci. Impeccable, Célia. Alors on va parler, avant d'interviewer un petit peu tout le monde, on va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. On va parler Internet. Aujourd'hui, c'est quoi Internet? Oui, puisqu'on est là à s'exprimer sur le net, il était important quand même de faire un point sur ce qu'est Internet. Aujourd'hui, Internet, on appelle ça l'autoroute de l'information. On appelle ça comme ça parce que ça permet de faire converger justement tous les moyens de communication et en particulier les médias. Vous m'arrêtez si je vous dis des bêtises. Et la deuxième chose, c'est grâce au haut débit qui permet de faire circuler très vite l'information. Donc une autre donnée à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui on vous parle de Web 2.0. Est-ce que vous savez ce que c'est ? On a fait l'émission, hein, souvenez-vous, l'an dernier avec Eric, on avait 2.0. expliqué, mais effectivement, il n'y a pas tout le monde qui a vu l'émission, donc réexpliquez-nous. Alors, le Web 2.0, c'est le Web participatif, c'est le Web tel qu'on le connaît aujourd'hui. À l'origine, ce qu'on va appeler communément le Web 1.0, c'était le Web statique, qui permettait à des scientifiques en fait, de s'échanger des données comme des formats papier. Puis, en fait, les internautes se sont appropriés la toile et les moyens de communication. Et toute l'information qui transite en fait sur le web, ce sont les internautes eux-mêmes qui l'ont posté. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le web participatif. Je vais vous donner l'exemple des forums. Aujourd'hui, on échange sur un sujet donné, on donne des avis, on donne des conseils, etc. Et donc, cette information qui vit, ce sont les internautes eux-mêmes qui la font vivre. Oui, autrefois, on avait un site vraiment comme statique, hein, et aujourd'hui, maintenant, c'est à chacun de créer sa propre information, de faire vivre le net. Effectivement, ça, c'est le net, c'est le web 2.0. 2.0. La nouvelle génération du net. Mais même aujourd'hui, ça s'est arrêté en 2008 en fait. Oui. Aujourd'hui, on a déjà basculé dans l'ère du 3.0. Et qu'est-ce que c'est le 3.0 ? Alors l'ère du 3.0, en fait, c'est lié justement, j'ai porté mon smartphone, à tout ce qui est moyen de communication nomade en fait, mobile, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est tablette tactile, notebook, etc. Et entre autres aussi grâce à une connexion 3G qui permet d'être relié à Internet en permanence. Et le Web 3.0, c'est aussi la possibilité en fait, de se détacher des serveurs, puisqu'en fait, aujourd'hui, les ordinateurs communiquent et ont des informations grâce à un serveur. Aujourd'hui, on peut parler de peer-to-peer, c'est-à-dire de particulier à particulier. Je vais vous prendre l'exemple du streaming. Quand vous regardez une vidéo aujourd'hui en streaming, en fait, ce sont des particuliers qui donnent accès à leurs ordinateurs et en mettant des morceaux de films bout à bout, vous pouvez regarder entièrement quelque chose. Mais alors, ça peut être un film, comme ça peut être une musique, comme ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est dans une culture du partage, on n'est plus dans la publication, on est vraiment dans une optique où on partage sa vie sur le monde numérique. On partage sa vie et ses combats.
Hein, la preuve, il y a de plus en plus de sites. Hein, alors on les a, la mesopinions.com, pétition24.net, pétition publique. On va voir, ça va apparaître à l'écran. C'est quoi ça, ces sites internet? C'est justement ces manières de mettre ces injustices en avant. C'est quoi? Oui, aujourd'hui, la place de l'internaute. C'est pas celui-ci, les amis. Allez-y, continuez. Ça, c'est celui d'Air France. La place des internautes sur le net devient évidemment multiforme. Hein, on en parlait. Et ils investissent tous les secteurs de la société, y compris le secteur de l'e-citoyenneté, de la citoyenneté sur le net. Et d'ailleurs, à travers ces sites de pétition en ligne, à travers les forums, les blogs, tout l'internaute devient citoyen, mais en investissant l'espace de l'Internet, ou plutôt ce nouvel espace qui est en train de se créer, qui est un espace un peu qu'on qualifie d'ubiquitaire, c'est-à-dire que c'est plus l'Internet tel qu'on le connaissait hier, mais c'est une forme de communication dans un espèce de nuage où on se retrouve, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit l'activité que l'on fait, que ce soit l'activité professionnelle, l'activité revendicative ou syndicale, que ce soit l'activité politique et l'activité citoyenne. Et donc c'est ces espaces-là qui sont en train de se dessiner et dans lesquels tout est à construire. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus l'intermédiaire qui fait que vous avez droit au chapitre dans la presse, mais l'internaute a directement accès à des millions et des milliards d'individus, puisque aujourd'hui, les internautes dans le monde, c'est quelques milliards d'individus connectés. Et puis on n'a plus besoin de financement aussi, hein, parce qu'à la limite, à une époque, il fallait toujours, pour se faire entendre, même au niveau, il fallait les services secrets, etc. Maintenant, non, on fait notre site Internet et c'est bon, quoi. Exactement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on accède à Internet à assez bon marché. Bon, tout en sachant que quand même, une grande partie de la population mondiale reste quand même aujourd'hui exclue de l'Internet. Hein. C'est plutôt 20% des pays développés. Mais en tout état de cause, il y a aujourd'hui des espaces qui se créent et ces espaces sont investis par des personnes qui n'avaient pas les moyens hier de communiquer et de faire valoir leur voix. Eh ben on en a deux, là, avec vous, Diane. Exactement. Et moi, je me demandais, lorsque vous avez initié vos combats respectifs, est-ce que la plateforme qu'est Internet vous est parue évidente? Vous avez dit, c'est sur Internet que le combat doit se mener en partie. C'est incontournable. Internet, aujourd'hui, on ne peut pas le nier. C'est un moyen de communication qui est utilisé par un grand nombre de personnes. On le voit bien avec tous les sites et les réseaux sociaux qui sont actuellement en ligne. Facebook, le plus connu. Aujourd'hui, quand on est sur Facebook, on peut atteindre un maximum de personnes avec, comme le disait Eric, un minimum de coûts. Alors moi, la pétition, l'image, je suis à l'ancienne, hein, mais la pétition, l'image que j'en reste, c'est des gens qui, dans la rue, viennent à la rencontre, expliquent la cause. Est-ce que là, vous avez perdu le caractère humain, enfin du moins le côté humain, venir à l'encontre des gens, ou ce n'est qu'une partie Internet, vous avez quand même un truc sur le terrain, une pétition sur le terrain? Alors, pour notre part, Internet, c'est l'essentiel de notre communication et c'est vraiment l'axe principal de notre démarche. Mais je dirais qu'on a la chance d'avoir un combat qui est connu dans toute la Corse, c'est-à-dire la catastrophe de Fouriagne. Donc Internet, c'est le vecteur, mais au-delà, cette catastrophe a marqué toute la Corse. Donc on a pu se permettre ce luxe-là d'avoir une stratégie basée 90% sur Internet. Alors vous dites luxe, est-ce que ça coûte cher d'ailleurs ou pas? Non, alors pas du tout. Parce que voilà, comment on vous retrouve? Vous avez un site, pétitionfouriani.com. Exactement, donc les gens tapent pétition Fouriani sur Google, comme pour les autres sites. On a, pareil, on va le voir à l'image, allez-y, continuez, oui. Voilà, et donc elle se retrouve sur le site de la pétition. Alors, vous pouvez trouver le texte de la revendication qui est la nôtre, donc qu'il n'y ait plus de match le 5 mai. Et vous trouvez également les personnes qui nous soutiennent, donc que ce soit la liste complète des signataires, mais également la liste des personnalités qui ont la chance d'avoir une voix qui compte, je dirais, dans les médias plus classiques, donc qui ont plus de poids. On a décidé de mettre cette liste, qui sont un peu nos ambassadeurs, qui eux-mêmes relaient la pétition à d'autres personnalités et des personnes communes qui nous aident en faisant imprimer directement eux-mêmes le texte, en allant faire signer dans la rue et en nous renvoyant les signatures. Ah, ça peut être participatif comme démarche. C'est participatif. Et c'est quoi le but? Donc c'est qu'on ne joue plus du tout le 5 mai, bien sûr, on a compris, mais ça a une force, ça, parce que c'est bien beau que vous ayez 12 000, 15 000, 20 000 signatures. Alors aujourd'hui, c'est plus de 33 000 signatures en un peu plus d'un mois. Donc oui, c'est extrêmement important. Il faut dire que parmi les pétitions qui existent, la nôtre est
fulgurante, c'est-à-dire qu'elle a connu un succès énorme. Sur Facebook, elle se partage tous les jours par des milliers de personnes. Et oui, ça compte, c'est une partie de la démarche, mais c'est la partie essentielle, c'est le cœur de la démarche, c'est de montrer que les gens aujourd'hui, en Corse et en France, sont concernés par cette catastrophe et désirent donc qu'il n'y ait plus de match le 5 mai de football. Et du côté de la Fédération française de football, quels sont les échos pour le moment? Alors, il y a plusieurs échos. La plupart des gens pris individuellement sont sensibles à la démarche et sont entièrement d'accord avec nous sur le combat. Donc vous retrouverez la liste, il y a de grands clubs de foot, des grands footballeurs, des journalistes qui nous soutiennent. Maintenant, il y a M. Le Gret, donc le président de la fédération, qui va se déplacer pour nous rencontrer à la fin du mois. Mais le seul blocage aujourd'hui que nous connaissons, il est au niveau de la Ligue de football professionnel, donc la LFP. Et nous espérons une issue favorable, car c'est un combat qui n'a aucune autre vocation. Mais ça suffit pas. Mais ça suffira pas. C'est quoi qui va faire pencher la balance? C'est, admettons, si vous avez 1 million de signatures, ou c'est plutôt devant les tribunaux, ou je sais pas, ou juridiquement parlant? Et après, ça sera la même question pour vous, hein, Alex, de toute façon. Donc, nous concernant, les signatures sont quand même, je dirais, vraiment le cœur. C'est-à-dire que ça fait effet boule de neige. Parce qu'il y a les signatures donc, en nombre qui sont très importantes. Il y a aussi les gens qui s'impliquent au quotidien. Il y a donc les gens qui ont plus de poids, donc les célébrités, entre guillemets. Et ça compte énormément dans nos discussions, justement, avec la Ligue et la Fédération. Qui, il est vrai, de Paris, on peut se dire que le problème est peut-être un peu petit, que la catastrophe n'est pas très grande, de ne pas très bien se rappeler. C'est possible, mais nous, on est là pour le rappeler. Et ces 30 000 personnes qui ont signé, ça permet d'avoir un gros poids et de rappeler que c'est une catastrophe qui a touché toute la France. Le rôle des réseaux sociaux dans ce genre de combat, c'est de s'organiser, en fait. On voit avec les indignés, ça a commencé à la Puerta del Sol et à Madrid le 15 mai 2011. Et en fait, ça a été relié très très vite et très bien organisé. Et aujourd'hui, des indignés, on en retrouve partout dans le monde, grâce aux réseaux sociaux qui permettent d'organiser les manifestations et d'être visible. Il y a éventuellement en France où en fait, le mouvement des indignés n'a pas vraiment pris. Et puis les indignés, je le rappelle, on a emprunté ce nom à Stéphane Hessel qui a sorti un petit fascicule d'une 30aine de pages pour s'indigner contre la société. Et aujourd'hui, en France, on trouve des indignés un petit peu pour tout. Et justement, le net, c'est peut-être un contre-emploi, ça ne permet pas de prendre, justement. Eh bien justement, on va le voir avec vous, Alex. Vous, donc, vous avez un combat, c'est les indignés d'Air France. Pourquoi vous avez voulu aller sur Internet plutôt que devant les tribunaux? Vous êtes aussi devant les tribunaux, de toute façon. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Je dirais déjà pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui, Internet, tout le monde l'utilise comme moyen de communication. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Nous, on a l'avantage, je dirais, c'est d'avoir un contact direct avec les usagers. Donc on a, bien entendu, signé des pétitions sur papier, mais pourquoi pas sur Internet également. D'accord. On rappelle peut-être aussi de façon pratique, parce que vous, c'est plus compliqué de vous avoir. Il faut aller, donc, pour voir un petit peu votre combat, c'est... Non, c'est pas plus compliqué, au contraire. On a fait un site exprès, c'est 45cdd.com, tout attaché, 45cdd.com. Et vous arrivez sur notre site principal qui redirige soit sur notre page Facebook qui présente toute notre actualité, de tout ce qui se passe, et la pétition en ligne, qui est un site qui permet de faire des pétitions en ligne, pétition24.net. Donc il y a une redirection très simple vers ce site. On peut marquer des commentaires, on est avec vous les gars, c'est ça le but? Et ça va vous servir à quoi concrètement, ça donc alors? Concrètement, c'est pour montrer déjà aux décideurs, aux gens qui ont les moyens de faire bouger les choses, qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Aujourd'hui, on a dépassé 35 000 signatures. Voilà. Il y a 31 000 signatures papier et 4 000 signatures en ligne. Ce qui n'est pas rien. Et ça continue d'ailleurs. Je crois qu'on est toujours à bien sûr. Attention, votre combat continue. Le combat n'est pas terminé. Il va jusqu'à quand? Juridiquement, la prochaine date, c'est 14 février, c'est l'appel. Donc après, on ne sait pas, on va voir ce qui va déjà se passer à l'appel. Est-ce que ça va se négocier avant? Je vous rappelle qu'il y a toujours l'appel d'offres qui est en cours. Donc ça pèse aussi dans la volonté d'Air France de repousser les échéances au maximum. C'est qui? C'est vous qui avez décidé, Alex, ou c'est d'un commun accord? Tous les indignés se sont dit, allez, si on allait sur le net, comment ça s'est mis en place? C'est tous ensemble. Tous ensemble? C'était logique. À partir du moment où on a commencé à choisir ce mode de... pour montrer qu'on n'était pas tout seul, on a choisi la pétition.
automatiquement, la pétition en ligne suivait, quoi. Alors, est-ce qu'on peut savoir, lorsqu'on fait des pétitions comme ça, si c'est plutôt la région Corse qui signe ou si vous avez des gens un petit peu de partout, localisés géographiquement parlant? Alors, nous, on a choisi d'utiliser pétition24.net, qui est un site qui permet de créer des pétitions en ligne. Et ce site-là permet effectivement d'avoir une localisation des signataires et de sortir même des statistiques sur l'origine essentielle des signataires. Là, en l'occurrence, puisque c'est un combat qui est assez local, c'est la Corse qui ressort en tête, hein, bien sûr. Et pour vous, Francesco? Alors pour notre part, la Corse est en tête, bien évidemment, mais... Avec Pascal Olmeta, j'imagine. Avec Pascal Olmeta, que je remercie pour son intervention vendredi dernier. Vendredi, ça lui tient à cœur, vraiment, hein, quand je joue plus de 5 comme je pense à tous ici, dans cette salle, enfin, oui, tous connus, je pense, des victimes, mais pour le coup, je n'étais pas au courant. Je vous coupe, hein, vous allez pouvoir répondre à Diane. Là, monsieur, vous étiez au courant, vous, Célia, qu'il y avait une pétition comme ça Non, puisqu'en fait, c'est pas quelque chose que je cible dans mes recherches. Alors, comment on peut... on revient, mais Comment on sait que ça existe, cette pétition? C'est-à-dire que Internet, c'est un moyen en fait, d'être visible. Et le plus bel exemple qu'on ait, c'est le printemps arabe. Avec tout ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, c'est grâce aux réseaux sociaux que l'information a été relayée. Et comme je le disais, c'était une façon de s'organiser aussi. Mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont fait que les gens se sont soulevés. Et aujourd'hui, si l'information de masse vient jusqu'à moi, oui. Mais là, étant donné que le foot n'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui me touche... Vous étiez au courant, Eric? Oui. En fait, lorsqu'on organise une veille un peu sur Internet, le principe, c'est qu'il y a des éléments qu'on appelle le buzz aujourd'hui, qui font le buzz et qui sont entretenus comme tels. Donc l'idée, je pense que d'utiliser ce type de marketing viral, hein, puisque c'est des principes qui sont utilisés aujourd'hui dans le net pour faire la promotion d'un produit ou pour faire toute autre chose dans le net commercial, eh bien c'est très bien que le citoyen se l'approprie pour justement diffuser, il faut bien le dire, à un coût qui est extrêmement faible, un point de vue et le faire valoir et créer ainsi une forme de contre-pouvoir. Alors évidemment, le fait d'avoir une stratégie sur le net n'est pas la seule stratégie à avoir. C'est un ensemble articulé, multicanal, qui va permettre à travers le net, à travers la presse classique, à travers l'audiovisuel, de faire valoir son combat. Et c'est une stratégie aussi de contre-pouvoir qui doit être menée. Donc le net ne fera pas tout. Mais le net contribue largement aujourd'hui à l'expression d'une alternative, de voie alternative qui n'a pas les moyens, qui se retrouve un peu le pot de terre contre le pot de fer, et c'est un peu le cas de ces deux combats. Grâce à la convergence. Grâce à la convergence et grâce à cet effet de communauté qu'induit le net et qu'induit la participation de l'internaute comme un producteur d'informations et comme un militant. Et les réseaux sociaux, ce sont vraiment des vecteurs pour faire circuler cette information. Les réseaux sociaux, on en parle dans la deuxième partie de l'émission, avec Facebook notamment, mais d'abord, j'aimerais bien savoir, hein, après c'est à vous, Diane, bien sûr, donc c'est des Corses ou c'est pas des Corses qui signent? Alors, nous avons été très surpris, c'est parti de la Corse, c'est-à-dire qu'à travers le partage Facebook notamment, toute la communauté, tous les Corses l'ont partagé sur Facebook, ce qui fait que le lien arrivait de part et d'autre. Tout le monde sur Facebook voyait ce lien revenir. Donc les gens sont allés voir et l'ont partagé à leur tour. Ensuite, il y a énormément de personnes du continent qui signent actuellement, puisque aujourd'hui, à peu près plusieurs dizaines de milliers ont signé, donc on est à 33 000. Aujourd'hui, ce sont des gens à Marseille, les supporters de Saint-Etienne qui ont fait une banderole dans le stade, ce sont des clubs comme Valenciennes qui nous soutiennent, l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille, des journalistes, des sportifs, des gens même de toute l'Europe. Alors, c'est vrai que c'est quand même un combat qui est, je dirais, qui est reconnu. En Angleterre, on joue pas au football le jour des deux catastrophes. Donc, nous sommes plutôt confiants parce que ça avait été promis à l'époque par le président de la République, François Mitterrand, par le président à l'époque de la Fédération française de football. C'était Fournier Fayard. Donc, promesse donnée, je dirais, normalement, sera respectée. Oui, ça fera 20 ans en plus cette année. Comment ? Ça va faire 20 ans en plus cette année, Exactement. donc c'est une façon aussi d'entretenir la mémoire. Tout à fait. Alors, est-ce que ces vitrines Internet s'entretiennent au jour le jour? Est-ce qu'il y a un webmaster qui s'occupe du site de la pétition? Ou est-ce que ce sont des sites qui, après, sont indépendants, vivent tout seuls, vous n'avez plus besoin d'y jeter de... Alors, la pétition 24, non. Parce que
À partir du moment où c'est en ligne, les gens ils peuvent intervenir dessus, signer, c'est pas un souci. Juste nous de surveiller la fréquentation, de relancer le partage sur Facebook. Voilà, régulièrement, c'est ça. Mais sinon, la pétition en ligne elle-même, elle tourne toute seule. Hein. Ceci dit, je me permets de vous couper, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vérifie, parce que la liberté d'expression, c'est bien beau. Je me retourne vers vous, Eric, c'est bien beau. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental, hein, bien sûr. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Liberté d'expression, mais on ne peut pas tout dire non plus. Et surtout... Qui est-ce qui vérifie? Voilà, expliquez-nous. Surtout, il faut s'assurer, comme c'est des pétitions qui sont nominatives, il faut s'assurer que les personnes qui adhèrent à la pétition sont bien celles qui se référencent. Et là, il y a un travail de vérification qui doit se faire et qui doit être extrêmement rigoureux, parce que vous pouvez avoir très bien quelqu'un qui s'inscrit comme Nicolas Sarkozy, président de la République, et puis à un moment donné, avant de faire paraître quand même ce signataire de pétition, il faut bien s'assurer qu'il s'agit bien que... Donc oui, il y a un vrai travail après en aval. Et ça, c'est pas neutre dans des pétitions à caractère national, et évidemment, faut avoir cette vigilance-là. Et c'est l'email généralement que le signataire donne qui permet de faire cette vérification. Donc, beaucoup de vérifications à faire encore. En tout cas, vous voyez, l'émission passe toujours très vite. Merci à vous. Je croise les doigts dans vos combats respectifs. Et les pétitions sont toujours en cours. Et les pétitions sont toujours en cours, on a bien compris. Merci en tout cas d'être venu, spécialement pour vous, spécialement de Bastia. Continuez. Nous, hop, je me retourne. On se retrouve dans 5 petites minutes. On va parler des réseaux sociaux, justement. Beaucoup de choses à apprendre. À tout de suite, c'est marqué là. Allez.